Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 6 déjà, et on parle des jeux de placement d'ouvriers. Je suis avec Jean-François et je suis Simon. Durant la prochaine heure, il va y avoir plusieurs segments au programme, dont la critique du chef, un survol historique des jeux de placement d'ouvriers, nos mentions honorables et finalement notre top 5 des jeux de placement d'ouvriers. Mais tout d'abord, un peu d'actualité. Salut JF, j'espère que ça va bien. Ben oui, salut Simon, ça va bien? Oh oui, très bien, très bien. Je suis excité d'être là pour l'épisode 6. C'est quand même cool. On voit qu'on arrive à continuer à faire des épisodes sur une base assez constante. Donc, je trouve ça très excitant. Ouais, ben surtout qu'il y a beaucoup de sujets à traiter dans le jeu de société. Fait que c'est le fun d'être rendu aussi dans un épisode aussi chargé là, qu'aujourd'hui avec les jeux, les worker placement ou les jeux de placement d'ouvriers. Ouais, je suis vraiment content qu'on soit rendu là. Ouais, il va falloir qu'on se pratique durant l'épisode à pas trop dire worker placement et à honorer la langue française en utilisant les jeux de placement d'ouvriers. Ça se peut que des fois on rate un peu ça, mais bon, on va faire de notre mieux. Ouais, mais d'ailleurs, des fois c'est dur de trouver un bon terme en français pour les mécaniques de jeu. Il y a plusieurs mécaniques, on est vraiment habitué de les dire en anglais. Et en fait, souvent, les sources d'informations où je vais m'informer, c'est aussi en anglais. C'est donc, en anglais, ouais. C'est ça, c'est pas tout le temps. Il y a certaines mécaniques, là, comme le fameux draft, le jeu de draft. Toujours... c'est très difficile de savoir comment le traduire et tout ça, puis il y a plein de gens qui vont dire différentes traductions, alors quelle est celle qui va être reconnue officiellement? Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est une difficulté, mais là, bon, les jeux de placement d'ouvriers semblent être un bon terme pour désigner cette mécanique de jeu. Ouais, je pense qu'on va être bien avec ça. Et en fait, ça me fait juste penser, dans le fond, encore une fois, à une autre idée d'épisode, d'ailleurs. Les traductions des termes de jeu. Ça peut être intéressant d'exposer notre opinion là-dessus. Mais bon, maintenant, on est là pour parler de jeu. Si ça te dérange pas, je vais débuter, en fait. Vas-y. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Jim récemment. Jim, en fait, qui est dans la série de jeux Paco Game, faite par le designer canadien Chris Handy. Les petits paquets de gomme, c'est ça? Exactement. Pour ceux qui connaissent pas la série Paco Game, en fait, ça a été Kickstarter. Il y a eu deux Kickstarter différents. Il y a 7 jeux dans chaque Kickstarter. Et les jeux ressemblent... En fait, ils ont exactement le même format qu'un paquet de Juicy Fruit, les anciens paquets, là, les gommes faites sur le long. C'est exactement le même format que ça. Il y a une 26 cartes, quelque chose comme ça, dans chaque paquet. Il y a le même nombre de cartes dans chaque jeu. Chaque jeu est exactement de la même dimension. Chaque jeu a exactement 3 lettres dans son nom. C'est comme une genre de grosse thématique, mais les jeux sont totalement différents les uns des autres. Vraiment quelque chose qui vaut la peine. C'est tout petit, très transportable. C'est sûr que là, j'ai joué à Jim récemment, mais ça me permet de parler de cette série de jeux que je trouve absolument phénoménale, en fait. Des tout petits jeux, très peu de cartes, très peu de matériel. Et les jeux que ce designer-là arrive à faire avec autant de restrictions, c'est absolument exemplaire. En fait, là, je peux pas comprendre pourquoi, mettons, le hype, si on veut, autour de ces jeux-là est pas plus grand, parce que c'est des genres de petits chefs-d'œuvre de réalisation technique de jeu, là, donc très intéressant. Ouais, les cartes sont vraiment minces. Hein. Oui, c'est ça. C'est des petites gommes, hein, comme tu l'as dit tantôt. C'est vraiment des gommes, donc des cartes toutes minces et quand même assez longues, mais minces. Donc c'est un défi vraiment supplémentaire pour un designer de faire ça. Et là, il est rendu à 14 jeux sous ce format-là. Il y a des jeux à deux vraiment profonds, il y a des jeux de party, il y a des jeux de stratégie, il y a des jeux coopératifs. C'est vraiment intéressant comme exercice de design, là. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup regarder. Et Jim, c'est quoi comme jeu? Ouais, Jim, en fait, c'est un jeu. La thématique, en fait, Jim, bon, c'est fait référence à un gym d'école secondaire, si on veut, là, où il y a une compétition dans l'école, donc de basket, ballon chasseur, plein de compétitions de sports différentes. Et le jeu est séparé en 2 phases. On a la première phase qui est le repêchage. Et là, c'est vraiment comme
comme à l'école, là, quand il y a les deux chefs d'équipe qui vont choisir leur coéquipier. Là. Donc, ok, moi je prends lui, ok, moi je prends lui. Et là, à la fin, bien entendu, c'est triste, mais tu sais, les rejets se retrouvent là parce que c'est pas des bonnes cartes, donc personne ne veut les prendre. Mais t'as vraiment cette sensation-là de quand t'es à l'école puis tu montes des équipes de sport. Donc, ça, c'est pas pire à ce niveau-là. Et après, comment ça fonctionne, ça fait un peu penser à Blood Bowl Team Manager ou encore Smash Up, donc des jeux où tu as des cartes en main et tu vas les assigner à certaines épreuves, si on veut. Et en fonction de la qualité du joueur, il va faire plus de points si tu le fais jouer au basket que si tu le mets au ballon chasseur. Ça a l'air très simple comme ça, mais bien entendu, il y a plein de types de cartes qui modifient les interactions. Donc, c'est possible d'inverser les cartes de l'autre joueur, à quelle épreuve il les a mis, ou même d'aller voler des cartes à l'autre joueur, d'échanger des cartes. Très intéressant. Beaucoup plus profond que ça en a l'air. La première partie qu'on a jouée, il était à peu près 3 heures du matin. On était comme, ok, ouais, ça a l'air d'un petit jeu. On a été détruit par le jeu, en fait. On avait de la misère à réfléchir. Mais le lendemain, on a rejoué deux trois parties. Et justement, c'est un jeu qui a une belle profondeur, qui est très intéressant, qui se joue de 2 à 6 joueurs aussi. Ce qui est quand même assez cool. J'ai pas joué à 6 là, mais c'est quand même intéressant de voir ça. Wow, c'est vraiment cool. Donc, C'est ouais, c'est c'est ça, impressionnant, hein, Jim. les jeux qui sortent de ça, là. Wow. Oui, exactement. D'ailleurs, ça me donne envie de peut-être. Et là, je veux pas rajouter des idées d'épisodes à toutes les 5 minutes, mais comme qu'on se fasse un marathon, on les joue tous et Ouais. on parle de chacun d'entre eux. Parce que vraiment des petits joyaux de réalisation au point de vue du design, là, très, très intéressant. C'était Cool, Jim cool, cool. de Paco Game. Et Yes. toi, JF, t'as joué à des jeux assez cool, je pense? Ouais, ben j'ai pu essayer le jeu Photosynthesis. C'est un jeu qui est Ouh. sorti, qui a été annoncé à Gen Con, qui est sorti de Gen Con. Et un jeu, en fait, très zen. C'est un jeu où on plante des arbres, puis on regarde les arbres pousser. Et on fait des points avec avec le soleil. Plus le soleil éclaire nos arbres, plus on fait de points qui va nous permettre de faire pousser plus d'arbres et de continuer à faire pousser la forêt. C'est assez spécial comme thème. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi il y a eu un certain attrait à Gen Con quand il est sorti. Le jeu il est vraiment magnifique. On a des petits arbres de 3 grosseurs pour chaque joueur. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Et principalement, dans le fond, on commence la partie avec deux petits arbres sur le plateau. Et on va aller placer des graines. Et à chaque tour, on va pouvoir faire pousser nos arbres. Mais pour ça, il faut dépenser des points de soleil. Les points de soleil, comme je dis, on va les accumuler en accumulant du soleil sur nos arbres. Et le plateau est fait en hexagone. Et à chaque tour, le soleil va se déplacer de un côté. Puis on va regarder vers où le soleil pointe. Et tous les arbres dans cet angle-là vont faire des points. L'affaire, c'est que c'est des arbres, donc les arbres font de l'ombre. Un petit arbre va faire de l'ombre à l'arbre juste derrière lui. Donc l'arbre, s'il y a un arbre derrière lui, ben, cet arbre-là ne fait pas de point de soleil. Et il y a les moyens arbres qui font de l'ombre sur deux, les grands arbres qui font de l'ombre sur 3 cases. Donc plus la forêt grandit, plus la forêt pousse, plus il y a de l'ombre, plus c'est difficile de se positionner. Mais ce qui est intéressant, c'est c'est qu'à chaque tour, le soleil se déplace. Donc vraiment tous les angles, tous les côtés vont faire des points, des côté des moments où tu fais moins de points que d'autres, dépendamment de comment tu positionnes tes arbres. C'est vraiment une belle réalisation. Ce que je considère que c'est un jeu de stratégie familiale. On parle de peut-être une heure et demie de jeu. Euh, à 4 joueurs, probablement plus rapide à deux ou à trois. C'est parce qu'il y a quand même les premières parties, tu essaies de voir, tu essaies de calculer en avance là, comment bien te positionner pour maximiser tes points. Donc un petit peu plus, un peu de réflexion, mais je trouve qu'au niveau de l'ergonomie, tout est là, c'est parfait. C'est-à-dire que tu as une question, tu te rappelles plus combien ça coûte, tout est marqué sur chaque joueur un plateau de joueurs où on place nos arbres, où c'est marqué combien ça coûte quand on doit en placer un, quand on veut faire telle action ou telle autre action. Vraiment, côté ergonomie, design du jeu, c'est vraiment génial. C'est pas, bon, le gros jeu gamer intense, on voit que c'est une thématique très marginale, mais je pense que c'était une des raisons pourquoi le jeu m'attrayait, moi aussi, c'était cette thématique qui est tellement originale et particulière, et le jeu marche vraiment bien. T'sais. Moi,
vraiment apprécié l'expérience de photosynthesis. Ouais, mais il y a quand même un certain buzz autour de ça, je pense, de ce jeu-là, parce que justement, il est ultra simple Et dans ouais. ses règles, mais comme t'en parles là, je savais pas vraiment exactement les règles, mais comme t'en parles là, il a l'air d'avoir c'est quand même de la stratégie, là. C'est pas juste un jeu ultra simple et beau, c'est un jeu simple, mais dans lequel il y a quand même une profondeur, là. Ouais, exact. Ça fait penser un peu à un jeu de stratégie abstraite, dans le fond. Euh, Parce que c'est quand même relativement simple. Puis le jeu, ce qui est le fun, c'est qu'il est vraiment intuitif. Dans le sens que ça fait du sens. Tu fais une action, tu fais comme ouais, ça fait du sens. Tu sais, tu peux pas placer un arbre directement. Il faut vraiment que tu places une graine. Quand tu places une graine, il faut que ça soit à côté de un des arbres que tu as déjà dans la forêt. Puis Hmm. là, la graine, tu vas pouvoir la faire grandir en petit arbre, ensuite en moyen, ensuite en grand. Puis, ben, en fait, à un certain point, quand tu as un grand arbre en jeu, tu vas pouvoir le couper pour pouvoir récolter des points de victoire. C'est un jeu de points de victoire, mais dans ma partie, on n'avait pas fait beaucoup. Ça me semblait un peu long, un peu difficile à faire accumuler des points de victoire et à Attends, accumuler plusieurs arbres. excuse-moi, juste pour être sûr, là. Tu viens de Ouais. me dire qu'à la fin, tu coupes tes arbres pour Ouais. faire des points. Donc, c'est pas un jeu de photosynthèse, là, c'est un jeu d'industrie forestière, là, déguisé en un jeu de photosynthèse, là. Mais même quand tu coupes tes arbres, il y en a un autre qui pousse tout de suite en dessous, tu sais. Ça reste que le board, il est plein à la fin, même quand tu coupes les arbres. Puis tu peux pas les couper, à moins qu'ils soient des grands arbres. T'en as juste deux à la fois, tu peux jamais en Non, c'est avoir plus que clair, c'est deux, pas de toute façon, rentable sur de un couper un plateau. petit arbre, là. Il faut que tu coupes des gros arbres pour que ce soit rentable, là. Ouais, ben ils vont faire une suite, là, justement, où tu gères l'industrie du bois, puis tu Ouais, tu coupes, fais là, juste puis tout, transformer là. ça en papier, Ouais, puis... Ah, non, c'est exact. cool. Fait que Photosynthesis 2, je vous invite à aller checker ça sur Ouais, Board Game Geek. ça s'en vient déjà, là, Ouais, le à buzz va monter SN, pour là, ça. en novembre, ça devrait sortir. Ouais, fait que excuse-moi, tu disais que c'était quand même assez difficile malgré tout de faire des points, là. C'était pas juste... ça Ah demandait ben quand c'est que même... ça prend du temps. Ça prend du temps, puis c'est plus comme milieu, fin de partie que tu commences à faire des points. Mais c'est parce que les grands arbres rapportent plus de points de soleil. Fait qu'ils génèrent beaucoup. C'est tes points de soleil, en fait, c'est ça que tu utilises pour faire des actions. Parce que ton tour, Ok. tu fais autant d'actions que tu le souhaites, tant que tu peux payer des points de soleil, tu sais. Ok, ok. Puis ben, l'autre restriction, évidemment, tu peux pas faire pousser un arbre deux fois, là, dans le sens que si tu Oh, l'as ouais. transformé des graines à petits, ben le même tour, tu peux pas le mettre en moyen, là, évidemment. Fait que tu sais, comme toutes les règles font du sens, l'ergonomie du jeu est parfaite, comme tu le sens, là, la thématique d'un jeu de forêt. C'est quand même assez étrange, mais ouais, j'ai beaucoup apprécié, je pense que je le recommande. Ça vaut la peine au moins de l'essayer une fois, là, puis oui, comme tu dis, il y a plus de stratégie que ce qui pourrait paraître là, pour la thématique. Ouais, ben j'avais déjà hâte de l'essayer, mais là, ça vient de m'exciter encore plus, là. J'ai vraiment hâte d'avoir la chance de jouer à ce jeu-là, là. Photosynthesis. Ok, ben en fait, un autre jeu que j'ai joué récemment, c'est Pyramid Poker 2017. Donc, c'est un jeu qui vient tout juste de sortir. C'est un jeu qui reprend essentiellement les règles du poker, dans le sens le but c'est de faire des flushs, des couleurs, des suites, des paires, ce genre de choses-là. C'est un jeu à deux joueurs seulement. Au début de la partie, on a les cartes sont remplacées par des cubes de bois, si on veut, sur lequel le numéro de la carte est écrit, mais seulement d'un des deux côtés. Et donc on sépare ce paquet-là en deux au hasard, on les donne aux deux joueurs. Et chacun leur tour, ils vont placer une tuile visible pour eux seulement, donc pas pour leur adversaire. La pyramide va se faire au centre des deux joueurs. Et dans le fond, on place les cubes comme ça dans le but d'élever une pyramide. Là, il y a une distance réglementaire respectée pour que ça devienne une pyramide avec les 52 cartes et que ça termine avec la dernière carte au-dessus. Ça, c'est la première étape du jeu. Donc, on élève la pyramide comme ça. Dans les premières parties, je dirais que cette étape-là, il n'y a aucune stratégie dedans pratiquement. C'est vraiment juste tu places les blocs puis tu essaies de comprendre pourquoi vraiment tu fais ça. Mais dans la deuxième partie, qu'est-ce qui se passe? C'est que les joueurs vont retirer un à la fois, ou même deux à la fois, si je me trompe pas, les blocs et les prendre dans leurs mains. Dans le fond, ils vont se faire des mains de poker en prenant les blocs. Tu peux prendre un bloc que tu vois, mais tu peux aussi prendre un bloc que tu vois pas. Donc un bloc que ton adversaire voit seulement.
Et même, bien entendu, des fois, tu es obligé, selon la disposition de la pyramide, de prendre des blocs que tu vois pas. Et dans le fond, chaque joueur va constituer ses mains de poker en espérant faire les meilleures mains possibles. Donc chaque main est associée à un certain score. C'est un jeu que, quand je lisais les règles, j'étais comme, ok, ça a l'air sympa et tout ça. Mais tu te rends compte, encore une fois, un jeu que la profondeur, elle est cachée. Plus tu commences à jouer, plus tu te rends compte, ok, ouais, mais là, si je place ça là, lui, il peut déduire que moi, j'ai mis ça là. Puis quand tu commences à connaître ton adversaire, il y a un aspect de bluff dans les blocs que tu vas prendre. Et une des particularités du jeu, c'est que les mains de poker que tu es en train de préparer, parce que tu as comme trois mains que tu peux créer, et dans le fond, tu places tes jetons ou tes cartes, si on veut, là, tes cubes de bois dans une main, et une fois y est placée, tu pourras plus le bouger. Ça veut donc dire que, et en plus, ça, c'est face visible. Fait que ça veut dire que l'adversaire, il voit exactement ce que tu es en train de bâtir. Fait que si, mettons, toi, tu as déjà trois as dans cette main-là, puis que l'as, il est visible pour ton adversaire et non pour toi, ben, il va sûrement essayer d'aller le chercher pour t'empêcher de l'avoir. Et donc, ce genre de stratégies-là peuvent émerger. Je sais pas si toi, tu as déjà joué à Ok. ça, JF, ou... Non, 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 j'avais pas entendu parler non plus. Ok, ben ça C'est vient tout tout juste récent, de hein. sortir. Je sais que l'explication était plus ou moins claire, mais je vous invite à aller voir des photos. Vous allez peut-être plus comprendre qu'est-ce que je veux dire. C'est vraiment comme une espèce de mur de tuiles de bois fait entre les deux joueurs, visible à la moitié pour un et pour l'autre. Je trouve que c'est un bon jeu à deux, qui est pas trop compétitif. Moi, dans ma tête, tu sais, on a déjà eu un épisode complet sur les jeux à deux, mais il y a deux types de jeux à deux pour moi. Il y a les jeux à deux très compétitifs, donc on peut mettre tous les jeux pratiquement de cartes là-dedans, les jeux de stratégie abstraite comme les échecs, des jeux dans lesquels tu te développes constamment et que tu es réellement contre ton adversaire, et les jeux peut-être de couple. Tu sais, parce que souvent les couples, ils veulent pas nécessairement là, s'attaquer violemment, puis tout ça. Ils veulent plus un jeu où les deux peuvent bâtir un peu leurs choses de leur côté, puis voir qui a fait le mieux à la fin. Je trouve que Pyramid Poker rentre très bien dans cette catégorie-là. Là, c'est un jeu parfait pour jouer à l'extérieur. En plus, vu que c'est des cubes de bois, donc tu peux jouer sur, sur la galerie, en voyage. Et Très bon c'est petit combien jeu. de temps le jeu? Ah, c'est pas très long, je dirais. Ça peut durer à peu près une vingtaine de minutes. Ok, cool, Donc ça a l'air très intéressant. accessible, très simple. Moi, c'est un jeu là, que j'ai bien apprécié. Et c'est ça, dans une dynamique de couple, à deux joueurs, un petit jeu pas trop compliqué après le souper, je trouve que ça marche très bien. Génial. Oh, alors on est déjà rendu à notre survol historique des jeux de placement d'ouvriers. Alors Jeff, je crois que tu nous as préparé un petit récapitulatif. Je vais te laisser y aller là-dessus. Oui, ben, dans le fond, j'ai essayé de voir quel était le premier jeu de placement d'ouvriers ou de où ça venait un peu. Ça me semble être une notion un peu euh, qui se contredit. C'est pas une notion fixe. Après ça, ça dépend comment on définit le placement d'ouvriers. Parce que, bon, dans les recherches qui est sorti, c'est vraiment le jeu Caelus 2005 qui semble être un des premiers là, jeux de placement d'ouvriers dans les formes dont on le connaît. En gros, on l'a pas encore vraiment décrit, mais un jeu de placement d'ouvriers, c'est selon une forme quand même assez typique et qu'on connaît de nos jours. Ça va être un jeu où on va placer nos ouvriers, nos workers, sur le plateau à des sections dans des zones où ils vont nous donner la chance de faire des actions. Donc, ça peut vraiment varier d'un jeu à l'autre selon la thématique, selon le jeu, mais généralement, on va aller dans des zones pour récolter des ressources qui vont nous permettre de plus tard aller jouer dans une autre zone et peut-être récolter des cartes ou des points ou différentes choses dans le jeu. Donc, c'est une forme assez classique et Caelus est pas mal reconnu comme un des premiers à ce niveau-là, même si, je vais revenir tantôt, mais même s'il n'est pas encore tout à fait exactement comme ce qu'on connaît plus de nos jours. Mais ce qui est ressorti aussi beaucoup, c'est le jeu Bus. Le jeu Bus, c'est un jeu de 1999 et c'est fait par la compagnie Splotter. Splotter, c'est une petite compagnie allemande qui font vraiment des jeux assez particuliers. En fait, Bus, tu regardes la pochette et tu dis ça a été dessiné par un enfant. Cette chose, c'est pas le design le plus
sais, attirant à l'œil et c'est vraiment pas pour les gamers, mais pourtant Splatoon se concentre vraiment sur généralement des gros jeux gamers, là, surtout ce qui est sorti dans les années suivantes chez eux. Ils ont sorti entre autres le jeu Antiquity, Food Chain Magnate, donc des jeux, un jeu qui s'appelle Etc. C'est des jeux immenses avec des designs un peu louches et douteux, ça a presque l'air d'un proto. Euh, fait que pourtant, ils font des excellents jeux, mais Bus, c'est quand même un des premiers jeux, ou du moins qui a commencé à avoir une influence parce qu'à ton tour, tu vas aller placer un cube dans une zone qui va te permettre de faire une certaine action. Euh, Ce qui est aussi particulier dans ce jeu-là, c'est que dans le fond, tes cubes, c'est tes ouvriers, puis que tu vas les placer sur le plateau. T'en as 20, mais t'en as 20 pour la partie. Quand t'en places un, à ton tour, t'es obligé d'en placer deux. Tu peux en placer autant que tu le souhaites, par contre. Sauf que quand t'en as plus, et tu joues plus, la partie va se terminer quand tout le monde va avoir joué ses cubes. Donc ça, c'est assez particulier aussi. C'est pas typique de ce qu'on connaît au niveau des placements d'ouvriers plus typiques. Mais Bus, il est sorti beaucoup. Et un autre jeu qui s'appelle Keydom. J'ai pas beaucoup d'informations. C'est pas le premier jeu de la série des Key, si on veut. Ah ouais, ok, il est dans cette série-là, justement, c'est ça que j'étais en train de Ouais, regarder, voir s'il oui, oui, rentrait dans cette catégorie-là. de Richard Breeze. Je pense que Ouais, c'était même son deuxième de la série, si je me trompe pas. ok. Euh, mais oui, c'est ça. C'est dans ses premiers, là. Il y a pas beaucoup d'informations que j'ai pu trouver là-dessus. Ça semble être un jeu, justement, un peu de gestion de ressources. Tu vas aller dans des zones pour récupérer des trucs. Mais c'était sûr qu'il était ressorti, là. Mais bon, je pense que malgré tout, quand on pense à Keylus, on commence à voir là, vraiment l'influence des autres jeux ensuite. Là, parce que d'autres jeux marquants, il y a les piliers de la Terre. Le pilier de la Terre, c'est probablement une forme un peu plus classique, parce que dans les piliers de la Terre, c'est vraiment un plateau, il y a des zones, il y a des ressources, il y a des cartes, on va aller jouer dans ces zones-là pour récolter des ressources, construire la cathédrale, tout ça. Ce qui arrive dans Kaelus, c'est que c'est pas une zone fixe. Les places, les emplacements où on va aller jouer nos workers, c'est des tuiles de bâtiments qui vont nous donner des actions, mais c'est vraiment comme si on était sur une track. Je sais pas comment dire, mais sur un chemin. Et on Une avançait le chemin piste. sur une piste, ouais, exactement. Et nos ouvriers avancent ce chemin-là. On va pas pouvoir reculer dans le jeu, dans Kaelus. On va juste pouvoir avancer, essayer de se positionner pour faire les actions nécessaires et récolter les ressources qui vont nous permettre de construire la cathédrale, remporter pas la cathédrale, mais construire le royaume et rapporter des points de prestige. Donc ça, c'est aussi une particularité de Kaelus, c'est que c'est pas des zones fixes, le plateau avance et les tuiles vont varier d'une partie à l'autre. Donc c'était assez original aussi pour l'époque. Les Piliers de la Terre 2006, donc, qui est sorti, et ensuite Agricola. Je pense que Agricola, c'est probablement un des jeux là, les plus connus maintenant dans ce genre dans ce type, dans les placements d'ouvriers. C'est un jeu de Uwe Rosenberg, et probablement un des auteurs qui a fait le plus de jeux de placement d'ouvriers, ou du moins des jeux des jeux de placement d'ouvriers, il en a fait pratiquement toute sa vie et ils sont tous classés dans le top 100 sur Board Game Geek, pratiquement. Donc c'est vraiment un jeu assez marquant, là, Agricola. Ouais, ben on pourrait pratiquement dire que c'est tu sais, le jeu qui a fait exploser le genre, là, on pourrait dire le pandémie des worker placement, là, d'une certaine façon. Là. Ouais, c'est probablement le jeu le plus marquant. Il a été longtemps premier, si je me trompe pas. Là, il a beaucoup descendu les dernières années. Là. Ouais, les gens, ils ont plus aucun respect là, pour les vieux classiques maintenant. Là. C'est pas vrai. Voyons donc. Sur Board Game Geek, là, je le vois changer. Là, depuis qu'on en a parlé l'autre fois, depuis que tu m'as dit que Gloomhaven est quatrième, puis là, ça m'a traumatisé. Là. Non, mais après ça, il faut dire que Caverna est sorti et qui prend Agricola, le rend un petit peu plus simple, un petit peu plus streamliné aussi. Ouais. Donc Caverna a influencé aussi beaucoup là, le fait qu'Agricola a dégringolé, ouais, a descendu dans le classement, il faut dire. Donc, c'est ça. Agricola est, pour moi un des jeux vraiment marquants aussi, qui est un bon jeu d'introduction. On parle des jeux Gateway Game, les jeux là, qui t'amènent vers le jeu de société. Ben, L'Âge de Pierre, c'est un de ceux qui est assez accessible, pas trop compliqué, qui permet de t'introduire un peu à ce genre de jeu-là, à la mécanique de placement d'ouvriers.
Euh, donc, c'est ça. Ensuite, euh, de nos jours, dans le fond, des jeux de placement d'ouvriers, il y en a à profusion. Fait que depuis Agricola 2007, ça a explosé. On peut vraiment pas tous les mentionner. Beaucoup de jeux de placement d'ouvriers ont gagné des prix internationaux. Donc, c'est vraiment un gros domaine, ce jeu-là, ce type de jeu-là. Euh, et là, j'ai l'impression que les dernières années, le genre s'essouffle un peu. Donc, on voit beaucoup des jeux qui se ressemblent. La nouveauté dans ces mécaniques-là, bon, elle commence à souffler un petit peu. Malgré tout, on voit quand même des nouveaux trucs qui arrivent et à chaque année, il y a une nouvelle mécanique de placement d'ouvriers. Mais bon, c'est un petit peu moins populaire qu'à la fin des années 2000. Ouais, ben c'est ça, en fait, quand tu disais ça, dans le fond, je regardais un peu les jeux qu'on avait listés, puis tout ça, puis je me rends compte de 2007 à 2013, presque 14, le placement d'ouvriers a vraiment été un genre extrêmement dominant là, sur la scène du jeu de société. Je regardais mon top 5 d'il y a justement 2 3 ans en 2014 et 5 jeux sur 4 étaient des jeux de placement d'ouvriers. C'est sûr, peut-être j'ai une affinité envers ça, là, 5 jeux sur mais 4, ouais, c'était quand même impressionnant. 4 jeux sur 5, excusez-moi. 4 jeux, ouais, c'est ça, 5 jeux sur 4 c'était vraiment dominant en fait. Ouais, ouais, je vois ça. Euh, 4 jeux sur 5 étaient des jeux de placement d'ouvriers. C'est sûr que c'est un genre que j'affectionne particulièrement, mais ça reste que les bons jeux, les jeux qui faisaient le buzz, là, si on veut, qui était joué beaucoup, c'était vraiment un genre très dominant. Là. Ouais, exactement. Et de nos jours, on voit bon, un peu de renouveau. Quand même, Robinson Crusoe qui amène la mécanique vers le jeu coopératif. Orléans qui amène un peu le placement d'ouvriers un peu personnel parce que là, il n'y a plus vraiment de zone commune. Euh, donc, il y a et Fable Fruit qui est un jeu de 2016 qui est un jeu de placement d'ouvriers très très sobre et vraiment épuré, mais qui amène une mécanique presque de legacy à l'intérieur. Donc, il y a quand La même mécanique Fable. Ouais, ouais, plus précisément la mécanique Fable, mais il y a quand même des nouveaux jeux qui sortent, mais on voit que là, l'âge d'or un peu du placement d'ouvriers est un peu passé. Il y a beaucoup de jeux de ces années-là qui sont passés inaperçus justement parce qu'il y en avait beaucoup trop. Donc c'est une époque qui vaut la peine de revisiter un peu les jeux là, à l'intérieur de ce moment-là. Oui, ben merci beaucoup pour ce survol historique. En fait, ça me donne vraiment le goût d'essayer Bus. Je sais pas si tu as déjà eu la Ah, chance de le j'avoue. voir Non, ou... j'ai pas eu la chance, mais oui, si j'ai la chance, c'est sûr que je saute dessus. On m'a déjà parlé du jeu et on me dit que c'est quand même assez excellent malgré tout, Ok. malgré l'âge et l'aspect un peu douteux. Ah, cool. Bon, ben maintenant, on va y aller avec quelques mentions honorables, dans le fond, parce que bien entendu, on a notre top 5, mais il y a des jeux qui n'ont pas fait le top 5, mais qui méritent quand même un tout petit peu d'amour malgré tout. Je pense pas qu'on va avoir le temps de parler de tous les jeux qu'on a dans nos listes. Bien entendu, peut-être qu'on va faire un petit épisode bonus où on fait juste parler des jeux qu'on n'a pas eu le temps de parler. Ça va être à voir, mais JF, je te laisse peut-être commencer avec un jeu que tu aimerais introduire. Ben écoute, je voulais parler un petit peu plus de Fable Fruit. Je pense que ça Oui, vaut la peine. magnifique. C'est un jeu, c'est de l'auteur Friedman Freeze qui fait des jeux généralement plus gamer, plus gros. Il en a fait à l'occasion des plus petits jeux, mais des jeux vraiment plus, justement, là, européens, gestion de ressources, de longue haleine. Et là, il arrive avec un petit jeu de placement d'ouvriers où tu as juste un ouvrier, il va avoir comme 6 cartes sur la table, tu vas aller placer ton ouvrier sur ces cartes-là pour faire l'action. Et en gros, tu accumules des fruits pour faire des jeux de fruits. Puis premier joueur qui fait 3 jeux de fruits qui gagne. Ça a l'air de rien, dit comme ça. Mais bon, Freedom Freeze est quand même du genre à innover, à trouver des trucs assez spéciaux. Dans ce jeu, ce qui arrive, c'est que d'une partie à l'autre, dans le fond, durant la partie, le jeu évolue. D'une certaine façon, il y a 6 espaces, 6 endroits où on peut aller placer notre travailleur, notre ouvrier, pour faire une action. Généralement, ça va nous permettre de piger des cartes de fruits un certain nombre, ou d'échanger des cartes de fruits avec un marché, ou d'en voler aux autres joueurs. Donc, plusieurs types d'actions comme ça.
Et quand tu fais un jus de fruits, ben, tu vas sur la carte et tu payes les fruits demandés, les ressources demandées, et tu ramasses cette carte-là. Cette carte-là, il y en a il y en a 4 exemplaires. Donc, il y a 6 cartes avec chaque carte, 4 exemplaires, pardon. Donc, 6 cartes avec 4 exemplaires. Et à chaque fois que tu en achètes une, ben, tu la prends, tu la mets dans ta main. Quand il ne reste plus de cartes de cet exemplaire-là, ben, cette action-là n'existe plus. Mais à chaque fois que quelqu'un fait un jus de fruits, on prend une carte du paquet, on la rajoute et ça va ouvrir une nouvelle type d'action, une nouvelle mécanique. Le jeu, là, je vous parlais des 6 premières cartes, mais au total, il y a peut-être 60 cartes différentes avec des mécaniques différentes, avec des règles différentes. Euh, et malgré tout, ça reste un jeu pas si compliqué et très très efficace. Très rapide aussi, une partie, c'est comme peut-être 20 minutes, 25 minutes. Mais tout de suite, tu vas en faire une deuxième. Et une fois que tu as fini la partie, tu ranges le jeu où il était rendu. On le range. Et la prochaine game, on le ressort. Peu importe où on était rendu, on recommence où on était rendu. On va d'une partie à l'autre progresser dans le paquet de cartes et continuer à développer et à avoir plus de mécanique et ces nouvelles cartes-là. Vraiment intéressant. C'est pour ça que je voulais en reparler un petit peu, le Fable Fruit. Ouais, ben je pense que ça vaut la peine d'en parler. C'est pas un jeu auquel j'ai joué, mais c'est un jeu que j'ai vraiment, vraiment hâte de jouer. Tu mentionnais dans le fond que c'est pas un jeu si compliqué. Ça s'explique par le fait que dans le fond, peu importe, il y a juste 6 actions à chaque. Il y a juste 6 actions à tout moment, donc c'est un legacy, mais pas qui s'accumule pas. En fait, donc il y a toujours le même nombre d'actions Ben, disponibles. Alors, c'est pas comme une accumulation de complexité, là. ben en fait, non, non, non. Tu vas en rajouter. Ça se peut qu'il y en ait plus que 6. C'est vrai que ça se peut qu'il y en ait plus que 6, sauf que de temps en temps, il y en a qui va disparaître. Mais c'est pas Ok. nécessairement fixement 6. Parce que ce qui arrive, c'est que si tu en achètes 4 différents, ben, dans le fond, tu as rajouter les 4 cartes du même numéro. Puis là, à ta cinquième Hmm. que tu Oui, je achètes, ben là, tu comprends. rajoutes un nouveau numéro. Fait que, non, il peut y en avoir plus, sauf que malgré tout, les actions sont pas si compliquées, puis il y en a pas comme 20 à la fois sur le plateau. Parce que forcément, pour gagner, il faut que tu achètes des jus, il faut que tu achètes des cartes. Fait que, tu sais, forcément, il Ouais, y a ça, beaucoup de ils cartes vont qui pas vont être achetées. s'accumuler à l'infini, là. Non, exact. Puis dans le fond, des fois, il y a des actions qui sont fortes ou que, bon, pour X raison, tel joueur l'utilise beaucoup, mais que tu vas vouloir faire les jeux de fruits de ça pour qu'elle n'existe plus, cette action-là. Ouais. Hmm. Ah ouais, ça a l'air vraiment intéressant. Peut-être juste pour compléter sur... je pense qu'on va avoir la chance d'en reparler, mais pour ceux qui s'intéressent au système là, Fable, qui est un genre de legacy, mais comme non destructif là, et rejouable, ben, Friedman Freeze, justement, va sortir cette année à SN, donc à la convention SN au mois de novembre. Il va sortir, si je me trompe pas, 6 nouveaux jeux avec le système de Fable Fruit, donc le Fable System. 6 nouveaux jeux à peu près de la même envergure que Fable Fruit, donc des petits jeux. Ça me faisait penser un peu pratiquement à Paco Game, des genres d'exercices de design autour de certaines contraintes là, que je trouve vraiment intéressantes, là. Ouais, ben c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ces jeux-là parce que Fable Fruit, ça a l'air de rien, mais quand tu y joues, là, c'est très plaisant là, pour un jeu où tu fais des jeux de fruits. Là, c'est vraiment, vraiment particulier. Là. En fait, où t'es des animaux de la jungle qui font des jeux de fruits, si je me Ouais, trompe pas, là. c'est vraiment ça, ouais. Ouais, c'est C'est vraiment ça. ça. Ah, très cool. Moi, je parlerais peut-être des jeux parce que je vois que hein, on n'aura pas le temps de parler de tous les jeux qui sont là, mais on n'aura pas le temps de parler du tiers des jeux qui sont là. Non, en fait, on Donc, en parle de 2 autres max, là. On parle ok. trop longtemps. Ah ouais, mais là, c'est trop des bons jeux. En fait, on peut pas en dire moins sur ces jeux-là. Mais là, je vais essayer d'être un peu plus concis. Je vais y aller avec le jeu Québec. Oh, yeah. Euh, le jeu Québec, qui est un jeu québécois, dans le fond, fait par Philippe Baudouin et Pierre Poisson-Marquis. C'est un jeu qui est édité par le Scorpion Masqué. Euh, c'est en fait, selon moi, le, le jeu de placement d'ouvriers le plus sous-estimé que j'ai vu, en fait, de toute notre liste. C'est un de ceux qui a le moins bon classement sur BGG, un de ceux que je vois le moins jouer souvent. Mais on s'entend, c'est un jeu tellement original, même dans le genre du placement d'ouvriers. Je trouve que c'est un jeu qui réinvente un peu le genre, alors que c'était en 2011, donc il y a de cela déjà quand même un certain temps.
C'est un jeu, dans le fond, où on va construire la ville de Québec. On va partir de l'an 1600 jusqu'à 1900, dans le fond. Donc, il y aura 4 tours dans le jeu. Et chaque tour représente à peu près 100 ans d'histoire. On va recréer la ville de Québec à travers ces années-là. Ce qui est assez fou de ce jeu-là, c'est que, si je me trompe pas, le souci historique était vraiment important. Ça veut dire que les bâtiments que tu construis en 1600 sont des bâtiments de la ville de Québec qui ont été construits en 1600. Donc il y a tout un côté historique. C'est sûr que quand tu joues, c'est pas quelque chose nécessairement là, qui se comprend très facilement, dans le sens que c'est des informations assez subtiles, mais n'empêche que tout ce travail-là est là derrière. Et une des autres particularités de ce jeu-là, c'est que chaque siècle est très différent l'un de l'autre, parce que chaque siècle est dominé par une grande thématique. Donc il y a 4 thématiques dans le jeu, le militaire, l'économie, la culture et la religion. Et chaque siècle va être... Il y a une de ces thématiques-là qui va être prioritaire dans chacun des siècles, alors ça influence vraiment la façon de jouer. Un jeu de construction de ville, un jeu de worker placement, un jeu de gestion de majorité aussi. Très complet, très varié comme jeu. C'est ça, je reviens encore au fait que moi je trouve que c'est un jeu qui est vraiment sous-estimé pour ce qu'il est, là, parce que c'est un jeu d'une qualité assez phénoménale. Ouais, ouais, c'est en effet, mais il faut dire qu'il commence à dater le jeu, là. Ça fait quand même plusieurs années qu'il est sorti. C'est normal que le buzz soit plus trop là, mais en effet, c'est souvent considéré comme un jeu très sous-estimé là, et que il a pas sorti beaucoup, il a pas été si connu que ça Ben, au j'ai l'impression monde, qu'il n'y a mais pas eu la visibilité peut-être dans les réseaux qu'il aurait dû avoir, ou tu sais, j'ai pas l'historique là, vraiment de comment ce jeu-là il a été mis en marché. Mais c'est ça, il me semble que c'est un jeu qui, surtout à l'époque, était tellement avant-gardiste. Peut-être que c'est ça, il y a eu un petit. Il a pas réussi à aller chercher le bon marché, ce jeu-là. Mais moi, je trouve que c'est un. Québec vaut encore le détour, le même en 2017, là, parce que c'est très, très original comme jeu. ouais, mais ça aussi, il est sorti dans cette époque-là où il y en avait beaucoup, hein, fait que Oui, effectivement, comme tu le disais tantôt, il y a beaucoup de jeux qui ont comme été enterrés à cette époque-là parce qu'il y en avait juste une quantité trop grande, là. ouais. Bon, on a le temps peut-être pour un dernier. Ben Tu veux y oui, t'en aller? avais-tu un en particulier que t'aimerais parler? Ben, oui, mais sur ta liste, là. Ah, ok, Je ben vais oui, parler de ça parfait, vas-y. peut-être. Code of Nine. Oh, ok, Donc, tu choisis un truc vraiment niche et peu connu, en fait. oui, exact. Exactement. Très très niche. Mais bon, on avait quand même parlé du jeu Tragedy Looper ouais, à Oui, l'épisode 5. exact. Et bon, c'est le même designer. C'est quoi son nom? Baku Fire, c'est ça? Back of Fire. Back Fire, bon. Alors, un autre jeu un peu de style manga. Assez particulier parce que dans ce jeu, euh, ça joue, bon, à 4 joueurs, ça peut jouer à 3 joueurs aussi. Mais tout le monde, durant la partie, on va récolter des ressources, mais on sait pas trop c'est quoi les conditions de victoire. On sait pas comment on va gagner la partie. Chaque joueur va avoir 2 cartes. Euh, et sur ces cartes-là, ben, ça dit qu'est-ce qui fait des points, qu'est-ce qui peut rapporter des points durant la partie. Il y en a une qu'on va mettre, ben, il y en a, les deux, on va les mettre face cachée devant nous. Une qui va être dans la section du haut et l'autre dans la section du bas. La section du bas, c'est une section plus secrète, plus cachée que l'autre, qui va être un petit peu plus facile d'accès par les autres joueurs. Donc, en gros, dans la partie, on va se placer sur des zones. Le plateau est vraiment assez particulier. C'est un genre de cadran et on tourne en rond. On va se placer dans les zones pour aller chercher les ressources. Peut-être en donner des ressources aux autres joueurs aussi. Et essayer d'aller voir les cartes des autres joueurs, les cartes de conditions de victoire et qu'est-ce qui fait des points, qu'est-ce qui fait perdre des points, parce qu'il y a aussi des choses qui vont faire perdre des points dans la partie. Donc, assez particulier. Je vais en parler parce que c'est clairement passé inaperçu ce jeu, mais je le trouve assez original. On avait joué ensemble, je Euh, pense, hein, oui, notre première absolument, on partie. a joué ensemble, puis comme tu dis, c'est un jeu qui vient vraiment à la fin, en fait, 2012, donc c'est un jeu qui arrive comme sur le tard pour les jeux de placement d'ouvriers. Et surtout, c'est que, oui, il y a plein de particularités dans ce jeu-là, mais moi, quand on a joué, en fait, je pense que les deux, on avait eu un peu la même
vision du jeu, c'est que c'est un jeu ultra simple au niveau des mécaniques, dans le sens, la seule chose que tu fais pratiquement, c'est aller chercher des ressources. Ouais, Et exactement. tu fais rien avec tes ressources à part les cumuler pour en avoir le plus possible à la fin, pour faire le plus de points dans telle ou telle catégorie. Euh, donc moi je trouve que c'est comme un peu une simplification d'un worker placement. J'avais adoré le jeu en fait. J'ai pas eu vraiment la chance d'y rejouer depuis longtemps, mais j'avais aimé justement cette simplicité-là. Peut-être par contre justement à l'époque à laquelle il est sorti, ça rentrait dans le trop simple pour ce que les gens s'attendaient d'un worker placement. Non, c'est très particulier, là. C'est quoi? C'est peut-être une demi-heure la partie, 40 Ouais, minutes max. C'est exactement. vraiment efficace. Et tu sais, je me rappelle, j'ai lu les règles comme 3 fois, je comprenais pas. Je suis comme, ça peut pas juste être ça. Tu sais, je cherchais les autres règles, tu sais, j'essayais de voir comment ça pouvait marcher. Puis pourtant, ça marchait bien. Mais la twist, c'est vraiment les cartes de conditions de victoire parce qu'ils sont Ouais. vraiment particulières. Puis il y en a plein qui disent, si t'as tel jeton, tu sais, t'as perdu. Tu peux pas gagner. Ou, fait que Ouais, c'est ça. ce Exact, jeton-là, c'est mais quand tu peux même. l'envoyer dans la cour des autres, tu sais. Fait qu'il y a comme toute cette subtilité-là de faire des choses pour peut-être attirer les gens à le faire parce qu'ils pensent que tu as la condition de victoire. Puis comme je disais, il y a comme deux emplacements. Puis l'emplacement plus caché, donc en bas, et il y a beaucoup moins de chances que les gens la voient. Comme c'est une action plus difficile à faire, plus rare à faire. Donc des fois, par rapport aux deux cartes que tu sais, tu peux aussi choisir quelle tu vas mettre un peu plus cachée, l'information que tu veux que le moins que les autres joueurs savent à l'entour de la table. C'est pour ça que je trouvais que ça valait la peine d'en mentionner, là, vu que c'est un peu un ovni là, dans les autres types de placements d'ouvriers, celui-là. Là. Ouais, c'est un jeu, c'est ça, qui est en marge, qui est moins connu, mais qui est vraiment intéressant. D'ailleurs, une des anecdotes que j'aime bien sur ce jeu-là, c'est que on avait parlé de Tragedy Looper qui est sorti avant Code of Nine, mais en réalité, Code of Nine avait été designé avant. C'est un peu la notoriété que l'auteur a obtenue avec Tragedy Looper qui a permis à Code Nine de voir le jour, là. Wow, ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment pas le même genre de jeu en plus. Hein. Non, c'est ça, c'est vraiment Tellement pas le même différent genre de les deux. jeu, Là. mais en regardant la pochette, tu pourrais croire qu'ils sont dans le même univers parce qu'encore là, c'est des Oui, mangas qui sont dessinés dessus, alors que ça a plus ou moins rapport avec les mangas, tu sais, dans le sens que c'est vraiment une ouais. thématique pour une thématique, là. Ouais, ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas trop rapport, en effet. Mais quand même, très, très bon jeu, là, très belle simplicité, Code of Nine, un jeu qui vaut le détour. C'est pas nécessairement un achat là, immédiat pour moi, mais un jeu quand même qui est assez intéressant, là. Ouais. Ok, alors ben on a encore une fois extrêmement dépassé le temps. On n'a même pas parlé du tiers des jeux qu'on voulait et on est rendu au top 5 de nos jeux de placement d'ouvriers. On va essayer de peut-être pas trop s'éterniser sur chaque jeu, essayer de faire ça le plus intéressant possible pour vous et pas éterniser ça. Alors sans plus attendre, le numéro 5. Mon numéro 5 se retrouve plus haut sur ta liste, fait que je vais passer. On va attendre un Ah, peu pour ça. anticlimatique. Ok, alors mon numéro 5, il s'agit du jeu Pursuit of Happiness, Ouh. qui est un worker placement sorti en 2015. Donc encore là, on parlait tantôt des worker placements sortis sur le tort, ça en fait partie. C'est un jeu qui avait été, si je me trompe pas, comme édité en petite quantité en 2015 et il a été kickstarté par la suite, vu peut-être la popularité que le jeu y avait eu, mais comme c'est un jeu un peu plus ou moins populaire, ils ont peut-être pas pris de risque et ils ont fait un Kickstarter dessus. En fait, c'est un worker placement vraiment classique. Donc, t'as comme tu sais, 10 grosses cases sur le plateau de jeu et tu vas placer ton jeton ou tes jetons en fait sur les tuiles pour faire l'action. Très simple, la beauté de ce jeu-là, c'est que Pursuit of Happiness, la thématique, c'est la thématique un peu des Sims, la thématique du jeu Destin, Life. Donc, tu vas jouer ta propre existence, l'existence de ton personnage en partant de l'adolescence jusqu'à ta mort, en fait. Le jeu se termine quand tu meurs. Euh,
Et la thématique, elle est tellement forte dans ce jeu-là. Tu te maries, tu peux avoir deux relations en même temps, tu choisis ta job, tu peux avoir un animal de compagnie, tu peux faire des projets, tu peux te lancer en politique, tu peux jouer de la musique, tu peux avoir des collections de disques, tu peux faire des tours de bateau. La thématique est tellement forte pour un jeu comme ça que même si mécaniquement c'est peut-être pas le jeu le plus solide, même si c'est quand même très bien fait, mais c'est assez standard, au niveau, la thématique est tellement bien ressentie. C'est pas rare que je vais jouer trois quatre parties de suite de ce jeu-là quand on se lance parce que je veux rejouer ma vie, je veux changer de plan de carrière ou peu importe quoi, mais c'est un jeu dans lequel c'est pas si important de gagner. C'est un jeu où c'est juste agréable de voir l'histoire, de voir même ce que les C'est autres font. juste. C'est comme le gars il est rendu, il s'est pogné une femme, mais sa femme est vraiment elle est juste à l'argent, tu sais, comme elle s'en fout de lui, mais elle veut toujours plus d'argent. Puis là, le gars il est rendu, il a une grosse job, mais il a plus de temps pour ses hobbies. Puis là, il y a une collection de voitures anciennes, mais ça lui coûte tout son argent. Puis c'est vraiment très. Ça crée des belles histoires en fait, là. Ouais, c'est vraiment le fun, comment ça se construit, comment ça évolue, la partie, comment ça ressemble justement, comme tu dis, à Sims, là, mais avec ton personnage, puis toutes les options qui s'ouvrent, là, c'est assez... mais comme tu dis, hein, c'est assez classique, tu vas sur la case, tu peux retourner sur la case si un autre joueur est là, c'est tout ça, ou... Ouais, sauf Je que suis tu sais, plus ça sûr. va. Ah non, si toi tu retournes sur tes mêmes cases, tu vas être stressé plus vite. Là. Si t'es stressé plus vite, tu vas mourir plus vite. Qu'est-ce qui arrive dans ce jeu-là, c'est que tu veux quand même préserver ta santé malgré tout parce que ta santé égale ton nombre d'actions et aussi le nombre de tours que tu vas vivre. Ouais, Fait que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des joueurs qui vont mourir un tour plus tôt que d'autres joueurs. Donc ça peut vraiment jouer une influence sur le résultat de la partie malgré tout. Donc tu veux quand même préserver ta santé, faire un peu de yoga puis manger de la salade, c'est toujours bon. Ça te remet en shape. ça te donne un tour de plus de vie, Ça te donne un un tour tour de de... plus, exactement. Donc c'était Pursuit of Happiness, mon numéro 5. Numéro 4. Alors, mon numéro 4 est un jeu de 2014 et le jeu est Orléans. Alors, Orléans a quand même fait beaucoup parler de lui quand il est sorti. Il a été dans les nominations pour le Kenner Spiel. Donc, vraiment un jeu assez original parce que c'est un jeu, je l'avais mentionné tantôt un petit peu, c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais où on va vraiment placer nos ouvriers sur notre plateau personnel. Tout le monde a le même plateau, a les mêmes options. Et on va placer nos ouvriers. Mais là, les ouvriers, ce qui est une autre des particularités, c'est qu'ils ont une couleur. C'est le fermier, le handyman, donc il y a comme le prêtre. Ils ont des couleurs, ils ont des fonctions différentes. Et à chaque tour, tu vas en piger de base, je pense que c'est 5 que tu vas pouvoir placer sur des cases d'action sur ton plateau personnel. Sur les cases d'action, ben, ça va te permettre de déplacer ta caravane, ça va te permettre de euh, avancer sur des tracks pour des ressources, pour donc différentes choses. C'est vraiment un jeu de points de victoire, d'optimisation, mais c'est un des premiers, c'est peut-être pas le premier, là, mais c'est un bag building game. Donc on connaît bien la mécanique de jeu, les deck building, les jeux où on construit notre paquet de cartes durant la partie en achetant une nouvelle carte. Ben, c'est un peu ça qu'on fait dans ce jeu, mais on achète des jetons. On achète des jetons qu'on met dans le sac. À chaque tour, on va en piger un certain nombre. On commence à 5, puis durant la partie, on peut évoluer le nombre de jetons qu'on va piger. Plus on va piger de jetons, évidemment, plus ça va nous donner d'options, mais nos cases où on va placer les ouvriers. Ils ont des couleurs, donc tu peux pas placer n'importe quel ouvrier n'importe où. Il faut que tu respectes là, les types d'emploi de tes villageois, dans le fond, qui vont te permettre de faire des actions. Ouais. Vraiment, un des grands jeux, je trouve, de placement d'ouvriers. Vraiment magnifique. Il y a plusieurs extensions qui sont sorties que j'ai pas eu la chance d'essayer, mais dont une qui rend le jeu coopératif. Ce qui était Oh, ce que intéressant. j'avais ouais, ce que j'avais jamais vu, entendu parler d'un jeu vraiment Compétitif qui devient coopératif, là, c'est quand même ouais, avec assez une intéressant. extension, là, c'est l'inverse peu, mais bon, en tout cas, c'est assez particulier, toi. C'est un jeu que j'aimerais y jouer plus et j'aimerais vraiment essayer les extensions, là. Ouais, Orléans, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. J'ai joué une fois avec toi et j'ai
particulièrement apprécié l'expérience, en fait. Là, le backbuilding, c'est très intéressant aussi. Moi, j'étais un fan de Puzzle Strike dans le temps, qui était Oh shit. peut-être le premier jeu vraiment de backbuilding, qui a pas du tout C'est vrai, je me rapport rappelle de avec ça, ouais. placement d'ouvriers, là, mais ouais, j'ai belle mécanique. En fait, c'est le fun de bâtir quelque chose comme ça, puis de repiger tes workers, là, tes ouvriers, dans le fond. Très intéressant comme jeu. Mon numéro 4 en fait, était ton numéro 5 et on parle ici d'un colosse du jeu Dominant Species 2010, Chad Jensen, donc publié par GMT, qui est une compagnie qui fait plutôt des wargames habituellement. Dominant Species, en fait, on va jouer des animaux, des espèces animales. Chaque joueur va jouer une espèce, donc les insectes, les araignées, les oiseaux, les reptiles, jusqu'au moment où, dans le fond, toutes les espèces sont éteintes à cause de l'ère glaciale. Donc le but, dans le fond, c'est d'avoir le plus de points possible avant l'extinction de la vie sur Terre, entre parenthèses. Euh, Ce jeu-là, en fait, moi personnellement, je considère que c'est un jeu parfait. Il y a très peu de failles dans ce jeu-là, très peu de problématiques. C'est un. J'ai cherché en fait l'expression textbook worker placement, donc un jeu de placement d'ouvriers exemplaire, dans le sens que c'est. T'as tes actions d'un côté, quand tu mets tes pions, tu fais cette action-là. Les actions sont limitées, la balance est bonne. C'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. On va avoir près d'une trentaine de cubes par joueur sur le plateau à la fois, en plus de jetons de domination sur une zone. Chaque zone a des ressources qui sont rattachées à ça. C'est quand même un jeu assez lourd, là. On parle d'un 3 heures si vous êtes 6 joueurs, puis c'est dans vos premières parties. Oh Euh, ouais, même plus, là, ça, potentiellement. ça, ça peut dépasser Surtout à 6. à 6, ça peut être extrêmement. Il est assez dynamique dans le sens que le temps d'attente est pas très long, malgré tout, parce que tu es tout le temps en train pas mal de placer une action. Parce que comment c'est fait, c'est que. Et ça, c'est vraiment deux types de worker placement. On n'a pas vraiment parlé de cette différence-là, mais il y a ceux où tu places tes jetons et tu fais l'action, et ceux où tout le monde place leurs jetons et après on va résoudre les actions dans un certain ordre. Mm. Dominant Species fait partie du deuxième type dans le sens que tout le monde va placer leurs jetons où ils veulent et ensuite dans l'ordre des actions, toutes les actions vont être faites une à la suite de l'autre. Euh, Moi je trouve que en fait j'ai pas grand chose à ajouter de plus sur ce jeu-là à part que c'est un gros jeu de stratégie très très bien ficelé. Ben, c'est un jeu vraiment violent aussi. Tu l'as pas mentionné, mais c'est probablement le seul jeu de confrontation réel là, dans les placements d'ouvriers. Il y a vraiment. Effectivement, Tu sais, non, mais tu sais, dans le jeu, dans le type euro, tu sais, dans le jeu euro, donc les jeux de placement d'ouvriers, c'est vraiment reconnu comme étant un genre de type européen. Vraiment des jeux de points de victoire et de genre de course, d'optimisation, mais avec généralement peu d'interaction entre les joueurs ou de l'interaction est directe. Ça, ouais, là-dedans, c'est l'interaction est vrai que là, tu là. peux détruire en fait, tu peux faire un volcan et toutes les araignées du monde ont été éteintes, là. C'est un jeu de guerre, là, mais on est des araignées ou justement on est des mammifères, mais c'est un gros jeu de confrontation. Puis 6 joueurs, tu sais, un des défauts là, que je trouve au jeu, c'est que à moins de 6 la balance entre les joueurs, elle peut être difficile. Il peut avoir, tu sais, il y Ben, a en comme, fait, moi, je trouve à 3 joueurs, c'est c'est vraiment optimal, hein. bien. Ouais. Parce que dans le fond, c'est ça, juste pour les gens qui ont peut-être jamais vu ça a l'air de quoi, c'est que il y a vraiment la configuration de départ sur laquelle il y a 6 tuiles hexagonales avec une tuile centrale, là, mais donc chaque joueur va débuter principalement sur une tuile et tout ça, la configuration est fixe. Donc si on est, mettons, 5 joueurs, ben, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui vont être à côté d'un emplacement vide. Ce qui facilite beaucoup la tâche là, à ces joueurs-là. Effectivement, moi j'ai trouvé à 3 joueurs, ça marche très très bien parce que là on vient comme rééquilibrer la balance initiale là, dans le fond qui était à 6 joueurs, là.
Ouais, c'est ça. Je trouve que des fois, dans cette partie-là, il y a une personne qui va avoir été désavantagée un peu en début de partie et ça l'affecte toute la partie. Donc, ça peut causer problème. Ça reste un jeu de domination, d'expansion. Donc, ben, plus t'as d'espace libre, plus ça t'avantage en général. T'as moins de compétition, puis tu places les ressources que t'as Sauf que besoin tu sur les. sais, hein, dans Dominant Species, la règle là, qu'on a souvent observée, c'est que le premier joueur qui prend la tête de façon marquée a des bonnes chances de perdre la partie, en fait. Ouais, ouais, ben oui, parce que clairement, c'est un jeu de domination, puis à un moment donné, tu bâches le plus élevé, là. C'est vrai qu'en un tour, tu peux te faire totalement détruire, mais bon, tu peux toujours revenir. Hein. La vie, c'est fluide. Là. Il y a toujours une chance de se remettre sur pied, puis de recréer le conseil diplomatique des insectes là, pour reprendre la domination de la Terre. Là. Non, mais bon, ça reste un jeu de confrontation, faut savoir, mais bon, c'est une des particularités, justement, dans le jeu de placement d'ouvriers, il n'y en a pas beaucoup. Je disais que c'était le seul, c'est pas vraiment le seul, là. Il y a aussi le jeu Age of Empire, en fait, qui est Oui, c'est vrai. l'adaptation du jeu vidéo, qui est aussi un jeu de confrontation de placement d'ouvriers, mais bon. Domain Species, assez particulier, c'est justement, un jeu de GMT, ça paraît, c'est des petits cubes en bois, on n'est pas là pour la thématique, on est là pour les mécaniques de jeu et la tension récurrente dans le jeu. Vraiment, Et vraiment comme un excellent jeu. tu mentionnes les cubes, et c'est une critique que j'ai vraiment entendue souvent sur ce jeu-là, des gens qui veulent même pas jouer parce que, ah non, c'est un jeu de cubes, puis blablabla. Mais ce jeu-là pourrait être refait maintenant avec juste des petites araignées, puis des petites fourmis, des petits mammifères, et il serait vraiment magnifique. Là. Moi, je suis un fan des cubes, là, donc c'est pas un problème pour moi. Mais peut-être que ça attirerait un nouveau type de joueur à Ouais, mais Dominant Species. ça Là. serait pas GMT qui ferait ça, là, fait que... Non, 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 Faudrait que ça exactement. change de Eux, main, ça serait surprenant. ouais, exactement. Donc, c'était mon numéro 4 et ton numéro 5. Maintenant, numéro 3. Alors, mon numéro 3 est le grand classique, selon moi, le jeu L'Âge de Pierre, Stone Age, qui a été fait en 2008. Pour moi, il représente un des bons jeux de placement d'ouvriers, d'initiation, des jeux qui introduit les gens le mieux, je trouve, à cette mécanique-là, et qui est assez simple, qui a une part de chance, mais de la bonne gestion de prise de risque aussi. Et dans le fond, dans L'Âge de Pierre, on est une communauté, on essaie de construire notre communauté dans le but de faire le plus de points. Chaque joueur va avoir son village, sa communauté, et on va essayer d'accumuler le plus de points. On va faire des points en construisant des bâtiments qui vont nous donner qui vont nous permettre de faire beaucoup de points bruts, mais aussi en accumulant des cartes. Sur les cartes, dépendamment des types, des symboles qu'on récupère, ça va nous donner des points de différentes façons. Et le jeu, en gros, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Il y a deux phases, comme on disait tantôt, comme Simon tu disais. C'est un jeu où on va placer tous nos ouvriers et ensuite on va résoudre les sections dans un certain ordre. Euh, les sections, c'est quand même simple. Il y a 5 endroits où c'est tout simplement, tu vas placer des ouvriers là dans le but d'aller chercher des ressources. Il y a la nourriture, le bois, l'argile, la pierre, l'or. Et il y a une certaine hiérarchisation des ressources. C'est-à-dire que la nourriture, c'est beaucoup plus facile à récolter que de l'or. Et quand tu vas aller récolter de l'or, ben, vas aller en récolter un peu moins généralement. Comment ça se passer, c'est que tes ouvriers que tu places, c'est le nombre de dés que tu vas rouler euh, pour savoir combien de ressources tu fais. Alors, quand tu viens chercher de la nourriture, tu roules, disons que tu as placé 3 ouvriers, tu vas rouler tes 3 dés, tu vas accumuler, tu vas faire le total de ta valeur et tu vas diviser en 2. Si tu as roulé au total 12, ben, divisé en 2, tu vas récolter 6 nourritures. Donc, la nourriture, c'est pas super. Mais de l'or, tu vas compter ton nombre total et tu vas diviser en 6. Donc, tu vas en récolter beaucoup moins et si t'as pas roulé au moins 6, ben t'en as pas. Donc, T'as raté ta collecte d'or. ben, c'est ça. Fait que tu y vas pas tout seul. De l'or, ça va chasser en gang, tu sais. Chasser de l'or, c'est pas facile, hein, faut courir vite. Donc, tu y vas en gang. Alors, ça, c'est... en gros, c'est les places. Ensuite, il y a le village où il y a un endroit qui te permet d'aller chercher un nouvel ouvrier, un autre endroit qui te permet d'augmenter Ah, des ta bébés, on va pas se récolte. cacher. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. Ça en prend deux d'ailleurs quand tu vas là. Pas Ben juste un. là, c'est pas un jeu pour les enfants, ça, là. Ah ouais, c'est full thématique, là. C'est full thématique.
Il y a une autre zone où tu vas augmenter ta récolte en nourriture parce qu'évidemment, à chaque fin de tour, il va falloir que tu nourrisses tes ouvriers et donc ça te prend de la nourriture pour ça. Donc, il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais dire sur le jeu. Moi, c'est un jeu que j'ai joué énormément à deux joueurs. Jeu vraiment encore plus rapide, encore plus efficace. Le jeu est bien adapté là, pour. C'est un 2 à 4 joueurs. Il est vraiment bien adapté pour du 2 joueurs aussi. Fait que vraiment un grand classique pour moi. Stone Age. Ouais, Stone Age, c'est un jeu que j'ai joué pas autant que toi. J'ai joué quand même beaucoup, mais très bon jeu. Je trouve que l'élément de chance dans ce jeu-là le rend intéressant. Tu parlais un peu des dés tantôt. J'aime plus ou moins dans des jeux comme ça, mais vu que c'est un jeu quand même familial, ça permet peut-être à des joueurs moins expérimentés de quand même l'emporter sur des joueurs qui seraient plus expérimentés, là. C'est sûr pas des champions et tout ça, mais des joueurs un peu plus expérimentés. Puis ça, je trouve ça intéressant dans un jeu qui est comme plus euro, là, d'amener ce petit élément de chance qui fait que les chances sont plus balancées pour les joueurs. Ouais, mais comme je dis, il y a de la prise de risque. Je trouve que la chance, c'est. Tu sais, généralement, c'est pas la chance qui va te faire perdre la partie. Parce que, en plus, ben, un des autres places que j'ai pas parlé, c'était un endroit où tu vas récolter des outils. Fait que plus tu as d'outils, plus tu peux rajouter à ta valeur, tu sais. Fait que ouais, t'as pas roulé un bon numéro, mais là, t'as trois outils, tu peux rajouter trois à ton roulement de dés. Fait qu'il y a comme des façons aussi de, comme, un peu t'aider dans la chance, dans cette chance-là, dans le jeu. Fait que je trouve pas que c'est game changer, mais oui, en effet, avec cette petite particularité de chance, ça rend le jeu peut-être un petit peu moins, euh, tu sais, complexe ou vraiment difficile, là. Puis la chance est juste comme, il y en a, mais juste assez, puis pas trop, puis elle est comme bien balancée, là. Ouais, ça, puis vu que t'as toujours cette petite incertitude-là, on dirait que t'es pas tout le temps en train de calculer des valeurs absolues. Donc tu peux pas vraiment calculer des Exact. affaires avant d'avoir été roulé tes dés. Donc t'es pas tout le temps en train de te dire ok là je vais prendre deux de même puis là c'est peut-être un peu plus léger là. Ouais, exact. Ok, mon numéro 3 prêt à porter, Ignacy Chevek 2010, prêt à porter, c'est un jeu polonais donc dans lequel les joueurs incarnent des designers de vêtements, si on veut. Donc, on a une agence de couture, une agence de création de linge de prêt-à-porter, justement, donc de vêtements prêt-à-porter. Le jeu est séparé en deux phases. On a la phase où on va créer des collections, engager des modèles, construire des nouveaux bâtiments pour nos employés. Et la deuxième phase du jeu qui est celle où on va présenter nos collections. Donc ça c'est une espèce de compétition, on fait un défilé de mode, bien entendu, c'est pas un vrai défilé de mode, là, c'est un jeu. Donc on va présenter les collections qu'on a montées. Non mais tu sais, on sait jamais là, sur un thème comme ça. C'est un jeu vraiment sérieux, là. Je sais que prêt-à-porter ça a l'air comme pas sérieux. C'est un jeu de filles, Je, ça, non? je vais... wow, 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 wow. Ah, ok, ok, ok. Je vais revenir sur ça juste après, dans le fond, parce que c'est. En tout cas, on va y revenir. Mais c'est un jeu extrêmement serré, dans le sens que si tu prends une mauvaise décision, ta partie peut être complètement gâchée, en fait, à la moitié. Je disais, le jeu est séparé en deux phases, dans le fond, mais on va faire ces deux phases-là quatre fois. Ça veut dire qu'on va faire quatre défilés, quatre phases de création de collection. Euh, et c'est ça, un jeu très très serré. On a juste trois actions par joueur, alors c'est vraiment pas. Trois ou quatre en tout cas, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Dès le début de la partie, on sait on sait combien d'actions on va avoir, on sait qu'on n'aura pas plus. Ça va être ça pour la partie. Euh, c'est sûr que les règles, c'est. J'aime bien les jeux polonais parce que souvent ils sont un peu comme c'est un peu, ils sont pas peaufinés parfaitement, ils sont pas comme tout bien léchés. Il y a quelques petites anomalies dans les règles, quelques petits trucs qui sont un peu moins clairs, mais c'est ce qui fait vraiment l'attrait du jeu. Maintenant, donc la thématique, ok, beaucoup de gens jugent ce jeu-là à cause de la thématique, ce que je trouve vraiment dommage. C'est sûr que moi personnellement, j'ai pre-order ce jeu-là, je l'ai précommandé. Et dans toute ma vie, dans les, je sais pas, 250 jeux que j'ai achetés dans ma vie, il y en a un que j'ai précommandé et c'est prêt à porter. Bon, je compte pas les Kickstarter là-dedans, là, mais c'est prêt à porter. Et la pochette
du jeu, en fait. C'est comme on voit une fille qui marche sur un catwalk avec comme des journalistes derrière, des gens dans les estrades, mais c'est dramatique, c'est comme c'est sombre, c'est dark, ça a pas l'air justement d'un jeu d'enfant classique là, de filles de comme 6 ans qui capotent sur les princesses. On est très loin de là, on est dans l'univers de la mode, pratiquement un Zoolander sérieux, tu sais. Euh, donc j'encourage vraiment tous Ouais, les beaucoup. gens qui sont rebutés par la thématique à ne pas être rebutés par la thématique parce qu'en fait c'est moi de toute façon je cours les thématiques originales un peu plus tôt tu parlais de photosynthesis qui est une thématique originale qui t'a attiré par ça. Moi personnellement en fait toutes les thématiques qui sortent de l'ordinaire souvent ça va capter mon attention, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis je me dis, si le jeu est bâti autour de cette thématique-là, sûrement que ça peut créer des mécaniques qu'on retrouve pas nécessairement dans d'autres jeux. Ouais, Prêt-à-porter, Euh, c'est vraiment excellent, là. Faut pas se laisser berner par le titre, là, puis par la thématique, parce que c'est quand même un gros jeu de gestion de ressources, puis il me semble qu'à chaque game, j'ai de la misère, puis ça va pas comme je veux, je veux que ça aille. C'est pas non, facile, c'est là, ça, comme jeu, là. c'est pas un jeu gentil, c'est pas un jeu simple. C'est un jeu où, justement, littéralement, si t'as fait une erreur au début de la partie, ben, tu vas trouver que la partie est longue parce que t'auras comme pratiquement aucune chance de remonter la pente. Ce qui peut être vu comme un truc négatif, mais pour ce genre de jeu de stratégie-là, moi je trouve que c'est très intéressant. Peut-être pour ceux qui avaient des problèmes avec la thématique, il y a des rumeurs comme quoi ce jeu-là va être reprinté avec la thématique de studio de jeux vidéo. Ouais, j'avais entendu ça aussi, mais bon, j'en ai pas réentendu parler Ben, c'est récemment, ça, mais là. juste avant l'émission, j'ai fait un peu de recherche là-dessus. Réellement, ces rumeurs-là datent de 2015, mais puis c'est lui qui en parlait en fait sur sa chaîne YouTube. Il disait qu'il allait sûrement avoir un reprint, puis que la thématique ça allait être ça, mais c'était en 2015. Sauf qu'il a mentionné que faire un reprint de ce jeu-là n'était pas une priorité pour lui. Donc je sais que c'est quand même un auteur assez prolifique. Là, il travaille sur plusieurs projets à la fois. Donc peut-être que ça va venir éventuellement, mais j'ai rien trouvé vraiment de flagrant là-dessus, mais on va rester alerte. Puis on a bien hâte de voir ça. Peut-être que ça va être plus facile de le faire jouer à des gens quand ça va plus être ça. Une chose que je trouve drôle d'ailleurs, c'est que quand tu joues à ça, t'es comme ah ouais, moi je vais être expert dans les jupes, puis je vais te prendre 3 bouts de tissu rouge, puis donc quand les gens entendent ça à l'extérieur de la partie, des fois ça l'amène quelques jugements. Mais bon, moi je suis un spécialiste des robes de soirée ou de la mode pour enfants, ça changera pas. Ouais. Donc c'était mon numéro 3 prêt à porter. Maintenant, nos numéros 2. Alors, mon numéro 2 est le jeu de Manhattan Project. Alors, sorti en 2012 dans les premiers Kickstarter, ou du moins dans les dans les premiers jeux là, à avoir connu un bon succès sur Kickstarter. À C'est un l'époque où il n'y avait jeu. pas 1200 jeux qui sortaient par année sur Kickstarter. Ouais, Là. à cette époque-là, ça commençait à être populaire. Donc, c'est un jeu qui est encore pour moi, vraiment excellent. Il vient d'être réimprimé, là, justement. J'ai vu qu'il était retourné sur les tablettes. C'est un jeu de placement d'ouvriers avec la twist, c'est que vraiment, il y a un plateau, comme les autres. Il y a un plateau, il y a des espaces où à chaque tour, on va pouvoir aller jouer sur le plateau pour faire l'action de cette zone-là. Et on a aussi un plateau personnel. Durant la partie, en début de partie, on n'a rien. Durant la partie, on va acheter des bâtiments. Et ces bâtiments-là ben, vont aussi nous permettre de faire des actions. Donc, on va aller placer nos ouvriers au centre du plateau. Mais ensuite, on va aussi en placer sur notre propre plateau pour faire des actions qu'on a vraiment choisies, donc spécifiquement qu'on a choisi pour se construire un engin. Parce que c'est vraiment un engin économique, si on veut, si je peux dire. C'est pas vraiment un engin économique, c'est un jeu de bombes. Notre but, c'est de faire des bombes, de faire le plus de points en bombes. L'économie Donc, des c'est plus bombes. l'économie des bombes. L'engin, vraiment, c'est dans le but de créer de l'essence pour générer ces bombes-là et être le premier à atteindre un certain nombre de points en bombe. Mais vraiment, l'aspect là, d'engin, de comment tu construis tes bâtiments, tu pourrais aussi décider de plus faire de l'espionnage et aller utiliser les bâtiments des autres joueurs et leur bloquer la chance de pouvoir l'utiliser. Parce que dans le jeu,
Donc, à chaque tour, tu vas remplacer. Quand t'en as plus, à ton tour, ben, tu peux rapatrier tous tes ouvriers de partout, du centre du plateau et de ton plateau personnel, pour les remettre dans ta main. Et c'est la seule chose que tu fais à ton tour. Et au prochain tour, ben, tu vas pouvoir les redéployer et continuer à les redéployer. Évidemment, même sur ton plateau personnel, quand tu l'as utilisé, tu peux pas le réutiliser, ce même bâtiment-là, le tour après. Donc, de temps en temps, t'as pas le choix de rapatrier tous tes ouvriers pour te permettre de refaire ces actions-là et donc de continuer à faire rouler la machine. C'est vraiment pas un jeu si compliqué. Je trouve que l'ergonomie est bien faite. C'est un jeu où il y a beaucoup de possibilités, mais tout est en icône. Il n'y a pas de texte. Fait que oui, il y a des cartes, mais toute l'iconographie est vraiment bien simple et claire. C'est vraiment un jeu là, qui m'a grandement marqué, que j'ai joué beaucoup aussi. Là, Manhattan Project, là, pour moi, c'est dans mon top 10, là, assurément. Là. Oui, ben très très bon jeu. Encore une fois, j'ai pas joué autant que toi, mais c'est toi qui m'as introduit à ce jeu-là, puis j'ai vraiment adoré toutes les parties qu'on a faites là, un jeu qui vaut la peine, même si la thématique est un peu violente là. Ouais, c'est ça. C'est une thématique un peu particulière. En plus, c'est un jeu où on peut un peu s'attaquer. Fait que c'est encore une fois, il y a cet aspect-là dans le jeu. C'est thématique avec la thématique du jeu, mais bon. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pas la thématique qui attire le plus, mais vraiment, vraiment excellent jeu. Ils ont d'ailleurs sorti une genre de suite que j'ai pas essayé encore, mais c'est le Manhattan Project. C'est quoi déjà, Energy Empire ou quelque chose du genre? Ouais, je suis plus très sûr, il faudrait que je regarde, là, mais ils ont sorti une suite où c'est justement une suite plus écologique, où là, il y a de la pollution, il faut que tu gères un peu la pollution. Fait que plus moderne, là, si on veut, au Ouais, niveau puis de là, la ça, c'est thématique. couplé avec photosynthesis, où là, tu vends ton bois, puis là, non. Ah, c'est ça la suite, dans le fond, là. Ils vont faire une extension qui mixe les deux jeux. Ça s'en Ah, ça vient, serait hein. pas pire. C'est ça, à SN prochain, là. 2018, checker ça sur BGG. Ok, mon numéro 2 et là je me rends compte le temps file, fait qu'on va essayer peut-être d'accélérer. C'est dommage qu'on soit rendu comme à nos numéro un et que là on se rend compte qu'on a plus de temps. Euh, Keyflower 2012, Richard Breeze. Keyflower, tu as eu la chance tantôt de parler un peu de Keydom, que je savais même Ouais, pas, mais Keyflower fait partie de la famille des Key, dans lequel il va y avoir donc Cathedral, euh, j'ai un Blackie London. Donc il y a plusieurs jeux dans cette famille-là qui sont faits tous par le même auteur, qui sont assez différents les uns des autres. Euh, Keyflower, en fait, c'est un jeu dans lequel on va, si on veut, coloniser l'Amérique au travers d'une année, donc d'une saison, de chaque saison. Dans le fond, le jeu est séparé en 4 tours. Chaque tour représente une saison. C'est un jeu de placement d'ouvriers, mais c'est pas du tout la mécanique principale du jeu, si on veut, parce que la plupart des ouvriers, on va les utiliser pour faire des enchères afin d'aller acheter des nouvelles tuiles. Bon, comme on n'a pas beaucoup de temps pour parler de ce jeu-là en détail, peut-être je vais aller à l'essentiel sans expliquer là, exactement comment le jeu fonctionne. Mais c'est ça, la partie enchère est une grosse partie du jeu. Et l'autre partie qui est intéressante, c'est que tu vas bâtir tes actions au fil du temps. Donc, tu as des actions au centre sur lesquelles tout le monde peut jouer, mais aussi peut enchérir pour l'acheter. Et tu as ton plateau à toi que tu bâtis au fil du temps avec les actions que tu achètes. Mais tu peux aussi jouer tes workers, tes ouvriers, dans les villages des autres joueurs. Donc, aller comme voler leurs actions par rapport à ça. Euh, Encore une fois, un jeu très, très, très serré. Euh, Très difficile à maîtriser. Beaucoup d'options, peu d'actions. C'est vraiment un jeu où il faut que tu t'étires tes ressources au maximum. Que tu sois très prudent dans tes mouvements. C'est un jeu qu'on a joué énormément, d'ailleurs, JF ensemble. oui, 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 oui. Très bon jeu, très bon Euh, jeu. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus un jeu d'enchères. Même si, oui, la mécanique de placement d'ouvrier est quand même très importante, là. C'est vraiment la mécanique d'enchère pour moi que je trouve très originale. Pas qui fait que le jeu sort du lot, là, effectivement. Là, c'est sûr que la catégorie ouvrier est plus standard. Mais malgré tout, tu as un village vraiment qui va se créer et Oui, tu déplaces des ressources d'une tuile à l'autre. Donc il y a oui, quand en même un plus. petit peu
de gestion de plateau, si on veut, là, où tu vas déplacer tes ressources et tout ça à l'aide Oui, de tes parce qu'au ouvriers qui bout vont du faire compte, les des tuiles que tu actions. achètes, c'est aussi des actions que tu achètes. Donc, C'est ça, tu, exactement. tu construis ton plateau d'action, tu vas pouvoir en faire aussi au centre, tu vas pouvoir en faire chez les autres, mais quand tu vas chez les autres, tu lui Ouais, tu donnes des perds des ouvriers. ouvriers, puis eux, ils les récupèrent, donc tu vas être Exact. prudent, pas trop aller souvent chez les autres. Puis Euh, la grosse chose aussi de ce jeu-là, c'est qu'il y a quoi, trois couleurs d'ouvriers? ouais, c'est ça, Et quand exactement. t'enchéris vraiment sur un côté. Fait que moi, j'ai tel côté de la tuile. Fait que peu importe où j'enchéris, je vais mettre mes ouvriers de ce côté-là parce que t'as pas de couleur qui est à toi. Tu vas enchérir une couleur. Fait que là, dès que quelqu'un met une couleur, disons, rouge sur la tuile, ben, tous les autres doivent, s'ils veulent enchérir, ils doivent fournir du rouge. Fait que c'est aussi un guess Exactement, donc, de d'essayer de voir, prédire combien d'ouvriers de cette couleur-là les autres ont, si t'es capable d'en mettre juste assez pour les empêcher de outbider, là, si on veut. Vraiment, vraiment particulier, là. C'est très intéressant, là. C'est quand ouais, même... parce que des fois, il va y avoir des pénuries, mettons, de meeples jaunes avec lesquels tu pourras pas enchérir. Fait que celui qui a les jaunes est comme assuré pratiquement d'avoir la tuile qu'il veut si cette tuile-là va se déterminer en jaune. Donc, assez intéressant. Il y a un côté bluff parce que tous les workers sont derrière un petit paravent. D'ailleurs, c'est une de mes seules critiques sur le jeu. C'est vraiment les pires paravents du monde. Une fois ou deux par partie, je le renverse. Et renverser son paravent dans ce jeu-là, c'est tout simplement fatal, en fait. Donc, Ouais. c'était Keyflower 2012. Un jeu vraiment qui vaut le détour. Peut-être une mini parenthèse, il y a un jeu qui est sorti, je crois, l'année dernière qui s'appelle Key London, qui est un genre de remake de Keyflower, un peu différent, un peu simplifié, mais c'est genre Keyflower un peu plus simple. Je préfère encore Keyflower malgré tout, mais Key London est quand même assez solide aussi, là, basé sur le même concept d'enchère, justement. Ouais, en effet. En effet. Ok, on arrive, roulement de tambour, le numéro un. C'est nouveau ça, les tambours, on a investi. C'est nouveau Ouais, ouais, budget. on investit à fond à chaque épisode, là, on essaie de Wow. rajouter de la valeur à l'épisode. Wow. Alors, mon numéro un, c'est le jeu Tzolk'in, le calendrier Maya. Ce jeu, j'ai joué aussi énormément. C'est un jeu très exigeant au niveau de la réflexion parce que la grosse twist là, dans Tzolk'in, c'est les engrenages. C'est un jeu d'engrenages. J'avais jamais vu ça et c'est encore du jamais refait par la suite. C'est un jeu où tu as un engrenage principal au centre du plateau. Et à chaque tour, tu vas bouger cet engrenage-là. Alentour du plateau, il y a 5 autres engrenages qui sont connectés à l'engrenage principal. Donc, à chaque fois qu'on tourne l'engrenage principal, ben, tous les autres engrenages se déplacent. Et évidemment, nos ouvriers, on va aller les placer sur ces villages-là, les petits engrenages alentour de l'engrenage principal pour aller faire des actions. C'est vraiment un jeu de gestion de ressources où on va aller récolter du bois, de la pierre pour construire des bâtiments, potentiellement des merveilles, investir dans les prières aux dieux. Il y a 3 temples où on peut aller investir du temps pour essayer de gagner des points et des ressources. C'est vraiment un jeu assez particulier à cause de cette mécanique d'engrenage parce que plus ton ouvrier est longtemps sur l'engrenage, donc plus ça fait de tours, plus l'action qu'il va faire va être bonne quand tu vas retirer. Parce qu'à ton tour, t'as- tu as une option qui est de placer des ouvriers ou de retirer tes ouvriers. Tu peux pas en placer un et en retirer. Il faut vraiment que tu choisisses. Donc, à chaque tour, tu es obligé d'en placer un ou d'en retirer un. Évidemment, tu essaies d'optimiser, d'en placer le plus du même coup, d'en retirer le plus du même coup, mais il y a vraiment des ouvriers que tu veux qui restent sur l'engrenage pendant 5, 6, 7 tours avant de pouvoir faire l'action que tu veux vraiment qu'ils fassent. Donc, pour cette raison, pour la raison où il y a quand même une grande possibilité stratégique, il y a vraiment beaucoup de façons de générer des ressources de différentes façons. Il y a une avancée technologique que tu peux faire aussi pour te donner des bonus sur différentes actions. Il y a quand même de la grosse profondeur stratégique, il y a vraiment beaucoup de rejouabilité, il y a aussi des extensions qui sont sorties que je n'ai toujours pas essayé, mais qui, selon les commentaires que j'ai eus, rajoutent encore plus de profondeur. Donc pour moi, c'est un grand chef-d'œuvre ce jeu, c'est vraiment magnifique et c'est d'une belle et grande complexité là, pour moi. Là. Alors, Tzolk'in, c'est mon numéro un.
Bon, tu sais que je suis pas le plus grand fan de Tolkien. Par contre, en t'écoutant parler, puis en parlant avec toi, je me dis peut-être qu'il faut que j'accepte qu'est-ce que ce jeu-là est et accepter les qualités qu'il a. C'est un jeu qui a généré beaucoup de hype en fait quand il est sorti justement à cause des engrenages qui étaient comme vraiment une nouvelle chose dans les jeux qui s'était jamais vu et comme tu dis qui s'est pas vraiment revu depuis ce temps-là. Euh, Très bon jeu en fait. Je suis pas un grand fan mais je reconnais quand même la qualité de ce jeu-là. Ah ouais, ouais, je sais que pas un grand fan, mais tu sais, c'est un jeu que je pense qu'il prend de la saveur quand plus tu y joues. Puis des fois, jouer une ou deux parties, c'est tellement punitif ce jeu-là que ça peut ouais, te refroidir un peu de vouloir y jouer. Ouais, mais faut savoir que Tolkien, c'est quand même un jeu que j'ai joué facilement une dizaine de parties. J'avais le jeu, je m'en suis débarrassé avec Ah ouais, c'est plaisir. vrai, tu l'avais. Ouais, on a déjà joué trois parties de suite la même soirée, là. Et en fait, je me rappelle, c'est sûrement la dernière fois que j'ai joué, mon score diminuait à chaque fois. Je pense qu'à la fin, j'ai fait 17 points et vous étiez à 95 points. C'est sûr que, tu sais, les jeux où t'es pas bon, c'est Ça toujours aide pas, moins, là. c'est toujours plus difficile à apprécier. Mais bon, Tolkien numéro un, j'ai bien hâte quand même qu'on fasse une partie, là. Tu sais, je veux que tu me convainques plus, là, que c'est vraiment bon, là. Alright, quand tu veux. Mon numéro un c'est Archipelago. Archipelago, donc contrairement à ceux qui ont écouté tous les épisodes avant et qui pensaient que j'allais dire innovation, eh bien, vous vous êtes trompé. Bien entendu, innovation, c'est juste un jeu de cartes, donc ça n'a pas rapport. Mais Ouais, Archipelago, en fait, ça aurait été stretché si t'avais mis ça là. ouais, j'aurais compris que des gens se seraient offusqués. J'aurais pas accepté ça. Déjà dans Euh, l'autre, jeu à deux, c'était stretché, là. oui, c'est ça, mais bon, ok. Archipelago, en fait, c'est non seulement mon jeu de placement d'ouvriers favori, mais c'est aussi mon jeu favori pour le moment, toutes catégories confondues. Jusqu'à maintenant, ça reste à ce jour mon jeu préféré. Christophe Bollinger, excusez-moi. C'est un Français, en fait. Archipelago, c'est un jeu qui a pris plus de 10 ans à développer. C'est un jeu extrêmement massif dans lequel il y a beaucoup de choses qui se passent. Les archipels de l'Amérique centrale, on peut imaginer. Oui, c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais c'est aussi beaucoup plus dans le sens qu'il y a un énorme plateau qui va se bâtir, on va explorer le territoire, on va récolter des ressources, on va construire des choses, acheter des cartes, mais ça reste que le fondement du jeu est un worker placement des plus classiques. En fait, on a même des petits disques de bois. On a un petit plateau sur lequel toutes les actions sont là avec un nombre limité de cercles. On place notre jeton, on fait l'action immédiatement et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait joué tous ses jetons. Après ça, on recommence une nouvelle ronde. Je pourrais parler d'Archipelago pendant très longtemps. C'est un jeu où il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs parce qu'il y a la possibilité d'avoir des échanges entre les joueurs. Donc c'est un jeu de négociation à un certain point et c'est même, on pourrait dire, un jeu semi-coopératif parce que tout au long de la partie, les indigènes vont se révolter graduellement et de plus en plus. Et si les joueurs participent pas dans un effort commun à empêcher la révolte, ben tous les joueurs. C'est aussi un jeu où tu as un paravent avec tes ressources cachées. Malheureusement, ma seule critique sur le jeu, pire paravent en fait. Je comprends pas le but de faire les pires paravents. Mon top un et mon top 2 des J'en ai jeux pas fait avant. excellents. Ils ont les deux des paravents et les deux les pires paravents de pratiquement tous les jeux qui existent. Mais tout le monde aussi a des objectifs secrets à remplir, ce qui rend le jeu assez intéressant. En fait, c'est même pas des objectifs secrets, c'est des conditions de fin de partie qui vont être accessibles à tous les joueurs, mais pour toute la partie, il y a juste toi qui sais, mettons, ok, ben chaque église rapporte 3 points. Il y a juste toi qui le sais, mais si les autres joueurs voient que tu commences à construire des églises, ils vont peut-être se dire, ah, lui, il a la carte des églises, donc eux aussi vont commencer à construire des églises pour avoir le plus de points à la fin de partie. Je comprends pourquoi c'est un jeu qui a pris 10 ans à créer. C'est un jeu dans lequel il se passe énormément de choses. C'est un jeu dans lequel il y a une économie qui se bâtit au fil de la partie aussi, avec de la rareté de ressources, de l'abondance de ressources qui va varier d'une partie à l'autre.
C'est un jeu, selon moi, complet là, qui renferme tous les éléments là, qu'un jeu de cette ampleur-là devrait avoir. Là. Négociation, ressources, placement d'ouvriers, placement sur le plateau, exploration, construction d'un engin. En fait, tout est là dans ce jeu-là pour moi. Là. C'est un chef-d'œuvre quasi absolu. Ouais, magnifique jeu, en effet. C'est un de ces jeux que je t'ai vu le plus souvent dropper ton paravent et montrer toutes tes ressources et montrer le fait que ça fait genre 10 tours que tu nous mets à fond. Oh non, c'est Puis fatal dans ce jeu-là. Là. ouais, exact, qu'on peut plus avoir confiance, puis que là, on perd parce que plus personne veut coter, puis là, tout le monde perd parce qu'il y a la révolte. Ouais, c'est arrivé Ça souvent. arrive rarement, ça, par exemple. Je vais jamais laisser la partie se terminer prématurément en voulant conserver mes ressources, mais je vais vouloir les conserver le plus longtemps possible. Si quelqu'un d'autre peut Ouais. payer, pourquoi est-ce que moi je Ouais, paierais? ouais, ouais. Notre dernière partie s'est quand même terminée comme ça, sans le trade. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y en a. Ça se peut que tu reçoives ton objectif, ça soit que tout le Il y monde a un pète. traite. Exact. J'ai déjà gagné au moins une fois comme ça. Euh, justement, il faut que tu caches tes ressources, puis que tu puisses pas. Tu cotes le moins souvent possible quand il y a des crises, puis t'essayes que ça aille mal. Mais oui, bon. La dernière partie, ça, c'était quand même un peu spécial. Hein, tu sais, de finir la game, ça fait 2h30, 3 heures qu'on joue, puis. Ah, ben, il y a une révolte, tout le monde perd. Tout le monde perd. Tu sais, c'est ça. Là, on Tout se le croyait monde vraiment perd. dans un jeu coopératif où on avait été trop gourmand. Là. Ouais, exact. C'est quand même. Ça nous donne une leçon, là. Tu sais, là, je veux dire, faut quand même cotiser dans le jeu, là. Sinon, c'est ça. Ah Il n'y a ouais, pas de c'est ça. gagnant. Non, mais je trouve que ça prend bien l'idée d'un semi-coop, tu sais, dans le sens que t'es vraiment contre les autres joueurs, mais si tu joues trop pour toi, tout le monde va perdre, en fait. Ouais, puis il est bien fait. Souvent, les semi-co-ops, c'est un peu problématique. C'est un style de jeu un petit peu difficile à faire, à réaliser, à cause de cette problématique-là, entre autres. Mais Archipelago, tu sens jamais vraiment. C'est difficile de te rendre compte que t'es vraiment en retard ou que t'es vraiment en retard dans la partie, que t'as tout Ouais, comme intérêt à ce tous qu'elle se les points termine, se tu sais. révèlent à la fin de la partie, c'est que tout le long, t'es juste en train de bâtir tes choses, puis tu sais pas si tu fais bien ou non. Et c'est souvent un des attraits de ce jeu-là, parce que tu veux juste bâtir une belle civilisation. Souvent, les gens, ils s'en foutent un peu de gagner ou de perdre parce que tu veux explorer des beaux territoires, tu veux avoir de l'abondance de ressources sur tes terres, puis construire des églises, construire des ports, construire des bateaux, aller pêcher. La thématique est très forte pour un jeu, là, un gros jeu comme ça. Là. Souvent, ça va être des jeux plus euro où la thématique elle pourrait être un peu remplacée. Mais là-dedans, tu la sens beaucoup. Là. Ouais, exactement. Là, à part l'exploration, qu'à chaque fois, je réussis pas à la faire, puis Ah ouais, mais ça, je me c'est demande vraiment. pourquoi je fais ça. T'es malchanceux pour ça. Comme moi, j'ai réussi avec mes paravents, là. Sérieusement, l'exploration, là, je suis pas capable. Là. Ben, en fait, on a dépassé le temps de beaucoup. Mais je pense quand même qu'on a parlé de beaucoup de jeux très intéressants. Euh, on va sûrement faire un petit épisode bonus pour aborder quelques jeux qu'on n'a pas eu la chance d'aborder qui sont quand même très intéressants dans les worker placement. Je sais pas si toi t'avais peut-être quelque chose à dire pour la fin. Ben, comme tu dis, il y en a trop, il y en a plein qu'on n'a pas mentionné, qui valent la peine. Il y en a plein que j'ai pas essayé aussi dans ce genre-là, comme on dit. C'est un genre tu sais, qui est immense. Très Et vaste. des gros classiques que j'aurais voulu essayer, dont Les Piliers de la Terre, que j'ai toujours pas essayé encore, qu'il faut absolument que je joue un jour ou l'autre. Donc c'est un gros truc, mais là, je pense qu'à chaque épisode, on dit qu'on n'a pas eu le temps de parler de tout, puis on va faire un épisode bonus, là. Fait que je sais pas trop à quel point, mais on va en reparler, c'est sûr. Magnifique. Sur ce, merci tout le monde. J'espère que vous avez apprécié notre balado cette semaine. Bien entendu, c'est un projet qu'on essaie d'améliorer à chaque fois et de vous amener de l'information pertinente et intéressante sur les jeux. Si vous avez des commentaires ou des questions, écrivez-nous, ça va nous faire extrêmement plaisir d'interagir avec vous. Pour nous suivre, vous pouvez aller sur notre page Facebook Balado Ludique. Pour télécharger notre podcast, vous avez RZO, Balado Québec, iTunes ou même si vous voulez, c'est disponible sur YouTube. Sur ce, JF, merci beaucoup pour ta grande collaboration à Ouais. l'épisode 6, les jeux de placement d'ouvriers. Ben, On merci se à toi, Simon. retrouve. Oh, ben ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine.
OK, ciao tout le monde et je continue à jouer.